mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et profitez de votre visionnage. Laissez-vous transporter dans les montagnes brumeuses du Pérou, où les secrets d'une civilisation perdue attendent d'être révélés dans le silence des pierres ancestrales. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des plus grandes civilisations de l'histoire soit basé sur un malentendu fondamental. Que se passerait-il si la cité que nous appelons aujourd'hui Machu Picchu n'était pas ce que les historiens ont toujours prétendu? Et si son véritable objectif restait encore dissimulé, caché dans les brumes des montagnes andines, enveloppé dans des mythes et des légendes que nous commençons à peine à déchiffrer? Pourquoi une civilisation aurait-elle consacré tant de ressources à construire une cité aussi magnifique dans un lieu si inaccessible? Comment ont-ils pu tailler et déplacer des pierres pesant plusieurs tonnes sans technologie moderne? Et peut-être la question la plus troublante: pourquoi cette cité spectaculaire est-elle restée cachée aux yeux du monde occidental pendant plus de 4 siècles après la conquête espagnole? Ce que nous découvrirons ce soir n'est pas simplement l'histoire d'une cité perdue retrouvée par hasard au début du XXe siècle. C'est l'histoire d'une civilisation dont les connaissances en astronomie, en agriculture et en architecture continuent de nous émerveiller et de nous défier. C'est aussi l'histoire de la façon dont les perceptions et les interprétations occidentales ont façonné notre compréhension de cette culture, parfois en déformant profondément sa véritable nature. Avant que les premiers conquistadors espagnols ne posent le pied sur les terres du Tawantinsuyu, le nom que les Incas donnaient à leur empire, un monde complexe et sophistiqué s'étendait sur plus de 4000 km le long de la cordillère des Andes, un empire qui, à son apogée, comptait peut-être jusqu'à 12 millions d'habitants, relié par un réseau routier de près de 40 000 km, plus étendu que celui de l'Empire romain à son zénith. Contrairement à l'image populaire d'une civilisation primitive, les Incas avaient développé des systèmes complexes d'irrigation, transformant les pentes abruptes des montagnes en terrasses agricoles d'une précision géométrique parfaite. Ces terrasses, appelées andaines, ne servirent pas seulement à cultiver, mais constituaient également d'ingénieux systèmes de drainage qui empêchaient l'érosion des sols et optimiser l'utilisation de l'eau, une ressource précieuse dans les hautes altitudes andines. L'un des mythes les plus persistants concerne l'absence d'écriture chez les Incas. Si effectivement ils ne possédèrent pas de système d'écriture comparable à celui des Mayas ou des Aztèques, ils avaient développé un système unique appelé quipu, des cordelettes nouées de différentes couleurs qui leur permettaient d'enregistrer des informations numériques complexes, des recensements aux inventaires agricoles, en passant par des récits historiques codés que nous commençons seulement à déchiffrer. Dans ce monde andin précolombien, les frontières entre le spirituel et le matériel étaient bien plus poreuses que dans notre vision contemporaine. Chaque montagne, chaque source, chaque pierre même, pouvait être considérée comme une waka, un lieu ou un objet sacré habité par des forces spirituelles. La géographie n'était pas seulement physique, elle était aussi profondément symbolique et religieuse. Le ciel nocturne au-dessus des Andes, d'une clarté saisissante due à l'altitude, était lu comme un texte cosmique par les astronomes prêtres incas. Les constellations n'étaient pas seulement formées par les étoiles elles-mêmes, mais aussi par les espaces sombres entre elles, ce que les astronomes incas appelaient les constellations noires. La Voie lactée, qu'ils imaginaient comme un grand fleuve céleste, était particulièrement vénérée. L'air raréfié des hautes altitudes, le silence profond des vallées interrompu seulement par le cri d'un condor ou le murmure des rivières dévalant des glaciers, le parfum des fleurs alpines mêlé à celui de la terre humide après la pluie, tous ces éléments sensoriels faisaient partie intégrante de l'expérience du monde andin. Un monde que les Incas avaient appris à habiter en harmonie. Mais qu'est-ce qui poussa les Incas à construire Machu Picchu, cet extraordinaire ensemble architectural perché à 2430 mètres d'altitude, sur une crête montagneuse entourée de précipices vertigineux?
Pour comprendre les motivations derrière cette construction monumentale, il faut d'abord saisir la cosmovision inca. Pour eux, certains lieux possédaient une force sacrée particulière, notamment les points de rencontre entre différents niveaux de réalité. Les montagnes, s'élevant vers le ciel, étaient considérées comme des ponts entre le monde terrestre et le monde céleste. Les sommets n'étaient pas seulement des accidents géographiques, mais des divinités à part entière, des apus auxquels on rendait un culte. Le risque était omniprésent dans l'entreprise de construction de Machu Picchu. Risque physique d'abord, car bâtir sur un tel site relevait de l'exploit technique. Les ouvriers devaient en travailler sur des pentes vertigineuses, manipulant des blocs de pierre pesant parfois plusieurs tonnes. Le risque était aussi politique. Une telle entreprise nécessitait la mobilisation de ressources considérables, détourner d'autres projets impériaux. Mais il y avait surtout un risque spirituel. Modifier un lieu aussi puissant sur le plan cosmique exigeait des rituels complexes pour apaiser les forces telluriques et célestes. Des offrandes ont certainement été enterrées sous les fondations des bâtiments principaux. Peut-être même des sacrifices humains, comme ceux pratiqués lors des cérémonies de Capacocha, où des enfants particulièrement beaux et sans défaut physique étaient offerts aux divinités sur les sommets les plus sacrés. Le craquement des cordes tendues, le grincement des rouleaux de bois sous le poids des pierres, les chants rythmés des ouvriers coordonnant leurs efforts, les prières murmurées des prêtres accompagnant chaque étape de la construction. Tous ces sons ont dû résonner pendant des années dans ce site aujourd'hui si paisible. Nous savons maintenant que la construction de Machu Picchu fut probablement ordonnée par l'empereur Pachacútec dans la seconde moitié du XVe siècle. Ce souverain, dont le nom signifie « celui qui transforme le monde », était à l'origine de l'expansion fulgurante de l'Empire Inca. Sa motivation aurait été à la fois religieuse et politique. Créer un lieu sacré qui affirmerait son lien privilégié avec les divinités, tout en servant de retraite royale. Le choix du site n'était pas fortuit. Machu Picchu est situé à un point stratégique, au carrefour des hautes terres andines et des basses terres amazoniennes. Cette position lui permettait de contrôler les routes commerciales vitales pour l'économie inca, notamment celle de la coca et d'autres plantes médicinales provenant de la jungle. Plus significatif encore, le site présente un alignement astronomique précis avec certaines étoiles et constellations importantes dans la cosmologie inca. Le fameux Intihuatana, souvent décrit à tort comme un cadran solaire, est en réalité un instrument astronomique complexe permettant de déterminer les solstices et les équinoxes, moments cruciaux du calendrier agricole et religieux inca. Pendant près d'un siècle, Machu Picchu a probablement fonctionné comme un centre cérémoniel et une résidence royale. Les analyses des ossements retrouvés sur le site suggèrent que sa population permanente était relativement restreinte, quelques centaines de personnes, mais qu'elle accueillait périodiquement un nombre bien plus important de visiteurs, sans doute lors de cérémonies religieuses importantes. Puis vint l'inconnu. La conquête espagnole, initiée en 1532, bouleversa irrémédiablement le monde andin. L'Empire Inca, déjà affaibli par une guerre civile, s'effondra sous les coups d'une poignée de conquistadors menés par Francisco Pizarro. Mais curieusement, alors que les Espagnols pillèrent et détruisirent de nombreux sites incas, Machu Picchu semble avoir été abandonné avant même leur arrivée dans la région. Plusieurs petits signes suggèrent que cet abandon fut relativement organisé et non précipité face à une menace imminente. Peu d'objets de valeur ont été retrouvés lors des fouilles archéologiques, indiquant que les habitants ont eu le temps d'emporter leurs biens les plus précieux. Certains chercheurs pensent que l'épidémie de variole, qui précéda l'arrivée physique des Espagnols et décima les populations andines, pourrait avoir joué un rôle dans cet abandon. Des rumeurs persistantes circulaient parmi les populations locales. Des murmures sur une cité cachée dans les montagnes, préservée de la destruction espagnole. Ces histoires se transmettaient à voix basse, de génération en génération, sans jamais attirer suffisamment l'attention des autorités coloniales ou des explorateurs occidentaux.
quelques documents d'archives mentionnent brièvement des ruines dans la région, comme un rapport datant de 1768 qui évoque des structures incas près de la rivière Urubamba. Mais ces mentions restèrent largement ignorées, enfouies dans les archives coloniales. C'est dans ce contexte de mystère et d'oubli relatif que se produisit l'un des redécouvertes les plus célèbres de l'histoire de l'archéologie. Le 24 juillet 1911, un jour brumeux et humide typique de la saison sèche andine, Hiram Bingham III, historien américain et explorateur amateur, guidé par un jeune paysan local nommé Melchor Arteaga, gravit péniblement les pentes abruptes menant à ce que les habitants de la région appelaient simplement Machu Picchu, la vieille montagne en quechua. Ce que Bingham vit en émergeant du couvert forestier le laissa sans voix. Devant lui s'étendait une cité de pierre presque intacte, ses terrasses et ses bâtiments semblant surgir organiquement des flancs de la montagne. Des siècles de croissance végétale avaient partiellement recouvert les structures, donnant l'impression que la cité avait été avalée puis recrachée par la jungle. Il semblait impossible qu'un tel site, situé sur l'une des routes principales de l'Empire Inca, à seulement 3 jours de marche de Cusco, ait pu rester inconnu des Espagnols pendant 4 siècles. Écrivit plus tard Bingham dans ses mémoires. Cette remarque souligne l'un des grands paradoxes de Machu Picchu. Comment une cité aussi monumentale a-t-elle pu rester cachée en pleine vue pendant si longtemps? La vérité, comme souvent en archéologie, est plus nuancée. Machu Picchu n'était pas totalement inconnu des populations locales. Bingham lui-même avait été guidé sur le site par un habitant de la région. Mais la cité n'avait jamais fait l'objet d'une attention scientifique ou médiatique avant l'arrivée de l'Américain. L'excitation de la découverte se mêla rapidement à des considérations plus pragmatiques. Bingham vit immédiatement le potentiel scientifique et médiatique du site. Dès l'année suivante, il revint avec une équipe financée par l'université Yale et la National Geographic Society pour entreprendre des fouilles plus systématiques. Ses premières explorations révélèrent plus de 200 structures, des temples aux habitations, des places cérémonielles aux terrasses agricoles. La qualité de la maçonnerie inca, avec ses pierres parfaitement ajustées sans usage de mortier, impressionna particulièrement les chercheurs. Dans certains murs, il est littéralement impossible d'insérer même la lame d'un couteau entre les blocs, témoignage d'une maîtrise technique exceptionnelle. Mais la découverte de Bingham soulève une question éthique qui résonne encore aujourd'hui. L'explorateur américain obtint l'autorisation d'emporter des milliers d'artefacts, céramiques, objets en métal, ossements humains, pour les étudier à Yale. Ces objets ne furent restitués au Pérou qu'en 2012, après des années de batailles juridiques et diplomatiques. Cet épisode illustre la complexe relation entre archéologie et colonialisme au début du XXe siècle. Les découvreurs occidentaux se considéraient souvent comme les sauveurs de patrimoine que les populations locales étaient jugées incapables de préserver et d'étudier correctement. Un préjugé qui a lentement, mais sûrement, été déconstruit au cours du siècle dernier. La publication des découvertes de Bingham dans le National Geographic en avril 1913 propulsa Machu Picchu sur la scène internationale. Les photographies spectaculaires de la cité perdue dans les nuages capturèrent l'imagination du public mondial et contribuèrent à forger le mythe romantique qui entoure encore le site aujourd'hui. Bingham était convaincu d'avoir découvert Vilcabamba, la légendaire dernière capitale des Incas, où s'étaient réfugiés les résistants après la conquête espagnole. Cette théorie s'avéra erronée. Nous savons aujourd'hui que Vilcabamba se trouvait ailleurs, mais elle contribua à amplifier l'aura mystérieuse de Machu Picchu. À mesure que les fouilles progressaient et que les études se multipliaient, Machu Picchu révélait sa complexité. La cité n'était pas homogène, mais composée de différents quartiers aux fonctions distinctes. Le secteur agricole avec ses impressionnantes terrasses, le quartier urbain avec ses résidences élégantes. Et surtout,
le secteur sacré avec ses temples dédiés aux principales divinités incas. Inti, le dieu soleil, Quila, la déesse lune, et Viracocha, le créateur. Une découverte particulièrement intrigante fut celle des miroirs d'eau, des bassins soigneusement construits pour refléter le ciel nocturne, permettant peut-être aux astronomes prêtres d'observer les étoiles indirectement. Ces structures témoignent de l'importance de l'observation astronomique dans la culture inca, non seulement à des fins pratiques de calendrier agricole, mais aussi pour des raisons rituelles et religieuses. À mesure que la renommée de Machu Picchu grandissait, le site commença à attirer un nombre croissant de visiteurs. Ce qui était autrefois une cité isolée dans les montagnes devint progressivement l'une des destinations touristiques les plus célèbres du monde. Cette transformation ne fut pas sans conséquences. Dans les années 1920, le gouvernement péruvien commença à dégager les ruines de la végétation qui les avait envahis et à restaurer certaines structures. Un petit hôtel fut construit près du site pour accueillir les rares touristes aventureux qui s'y rendaient. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que le tourisme commença véritablement à se développer. La construction d'une route reliant Aguas Calientes, le village au pied de la montagne, à Cusco, facilita grandement l'accès au site. Puis, dans les années 1970, un service de train régulier fut établi, rendant Machu Picchu accessible à un public bien plus large. Cette popularité croissante engendra des défis de conservation sans précédent. L'érosion des chemins due au passage de milliers de visiteurs, la pollution, les risques d'endommagement des structures, autant de menaces qui n'existaient pas lorsque la cité sommeillait, oubliée dans sa splendide isolation. En 2007, Machu Picchu fut élue l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, lors d'un vote populaire international. Cette reconnaissance, si elle confirma le statut iconique du site, accentua encore la pression touristique. Aujourd'hui, les autorités péruviennes limitent le nombre de visiteurs quotidiens et imposent la présence de guides certifiés pour protéger ce joyau archéologique. Mais au-delà des considérations touristiques et conservatoires, Machu Picchu continue de fasciner les chercheurs par les nombreuses questions qu'il soulève sur la civilisation inca. L'une des plus persistantes concerne les méthodes de construction employées. Comment les Incas ont-ils réussi à tailler et à déplacer des blocs de pierre pesant parfois plus de 50 tonnes sans l'aide de la roue, qu'ils ne connaissaient pas pour le transport? Comment ont-ils pu ajuster ces pierres avec une telle précision sans outils métalliques, puisqu'ils ne maîtrisaient pas la forge du fer? Diverses théories ont été proposées. Certains chercheurs pensent que les Incas utilisaient des leviers et des plans inclinés, ainsi que la force humaine brute, des milliers de travailleurs tirant sur des cordes pour déplacer les blocs sur des rouleaux de bois. D'autres suggèrent qu'ils exploitaient habilement la gravité, transportant les pierres depuis des carrières situées en hauteur plutôt que de les faire monter. Quant à la taille des pierres, des expériences archéologiques ont démontré l'efficacité surprenante des outils en pierre dure et en bronze utilisés par les Incas, surtout lorsqu'ils sont maniés par des artisans expérimentés travaillant patiemment. Un aspect souvent négligé est la dimension sociale de ces chantiers monumentaux. La construction de sites comme Machu Picchu n'était pas seulement un exploit technique, mais aussi un tour de force d'organisation sociale. Le système de la mita, un impôt payé en travail plutôt qu'en biens, permettait aux souverains incas de mobiliser périodiquement d'immenses forces de travail pour leurs projets architecturaux. Ce système, bien que contraignant, n'était pas perçu comme oppressif dans la cosmovision andine. Participer à la construction d'un lieu sacré était considéré comme un honneur et un devoir religieux. Les travailleurs étaient nourris et logés pendant leur service, et la mita s'inscrivait dans un système plus large de réciprocité qui structurait la société inca. Une autre question fascinante concerne la fonction exacte de Machu Picchu. L'hypothèse longtemps privilégiée d'une résidence royale et d'un centre religieux est aujourd'hui nuancée par de nouvelles théories. Certains chercheurs, s'appuyant sur l'étude des restes humains retrouvés sur le site, suggèrent que Machu Picchu
aurait pu être principalement peuplée de Mamakuna, des femmes choisies, consacrées au service des divinités et à la production de textiles sacrés. Les tissus, loin d'être de simples vêtements ou objets utilitaires, avaient une importance religieuse et politique cruciale dans la culture inca. D'autres spécialistes mettent en avant la dimension astronomique du site. De nombreux bâtiments sont alignés avec précision sur des phénomènes célestes spécifiques. Solstice, levée d'étoiles importantes dans le calendrier inca. Ces alignements suggèrent que Machu Picchu aurait pu fonctionner comme un gigantesque observatoire astronomique, un lieu où le ciel et la terre se rencontraient symboliquement. Une théorie plus récente, basée sur l'analyse des systèmes hydrauliques sophistiqués du site, propose que Machu Picchu aurait pu être conçu comme une reproduction symbolique de la géographie sacrée de Cusco, la capitale impériale. Cette hypothèse s'appuie sur le concept andin de Suk, des lignes imaginaires rayonnant à partir des centres sacrés et reliant divers points d'importance religieuse dans le paysage. La vérité est que Machu Picchu était probablement tout cela à la fois, résidence royale, centre cérémoniel, observatoire astronomique, et peut-être plus encore. La tendance occidentale à vouloir assigner une fonction unique et précise à un lieu se heurte ici à la conception andine plus fluide et intégrée de l'espace, où le sacré et le profane, le politique et le religieux, le pratique et le symbolique s'interpénètrent constamment. Mais l'histoire de Machu Picchu ne s'arrête pas à l'époque Inca. Après sa redécouverte par Bingham, le site devint un symbole national pour le Pérou et un emblème mondial de l'ingéniosité humaine. Son image fut reproduite sur des timbres, des billets de banque, des affiches touristiques, contribuant à forger l'identité péruvienne moderne tout en alimentant l'imaginaire occidental sur les civilisations précolombiennes. Dans les années 1960 et 70, alors que les mouvements indigénistes prenaient de l'ampleur en Amérique latine, Machu Picchu devint un symbole de résistance culturelle. Le site était présenté comme la preuve tangible de la grandeur des civilisations précolombiennes et de leur capacité à réaliser des prouesses architecturales rivalisant avec celles de l'Occident. Parallèlement, le New Age et divers mouvements spirituels s'emparèrent de Machu Picchu, le présentant comme un centre énergétique planétaire, un lieu de pouvoir où les vibrations terrestres seraient particulièrement intenses. Ces interprétations, bien qu'éloignées des conceptions inca originelles, témoignent de la capacité du site à nourrir l'imaginaire spirituel contemporain. Aujourd'hui, Machu Picchu est à la croisée de multiples enjeux. Enjeux de conservation, face à l'érosion naturelle et à la pression touristique. Enjeux économiques, le site générant des revenus considérables pour l'économie péruvienne. Enjeux identitaires et politiques, les populations quechuas revendiquant un droit de regard sur la gestion d'un patrimoine qu'elles considèrent comme le leur. Les recherches archéologiques continuent de révéler de nouveaux aspects de ce site extraordinaire. En 2019, une équipe internationale a identifié plus de 60 nouvelles structures à l'aide de technologies LIDAR, capables de voir à travers la végétation dense qui entoure le site principal. Ces découvertes suggèrent que ce que nous appelons Machu Picchu n'est que le centre d'un complexe bien plus vaste que nous commençons seulement à comprendre. L'étude des ossements humains retrouvés sur le site a également livré des informations précieuses sur le régime alimentaire et l'état de santé des habitants. Contrairement aux populations paysannes, qui souffraient souvent de malnutrition, les résidents de Machu Picchu semblent avoir bénéficié d'une alimentation équilibrée et variée, comprenant du maïs, des tubercules andins, des protéines animales et même des fruits tropicaux importés des basses terres amazoniennes. Plus surprenant encore, les analyses d'ADN ont révélé que la population de Machu Picchu était remarquablement diverse, avec des individus originaires de différentes régions de l'Empire Inca. Cette diversité pourrait refléter la pratique inca du mitma, le déplacement de populations entières d'une région à l'autre pour consolider l'empire et diffuser la culture inca. Ces découvertes nous rappellent que, malgré plus d'un siècle de recherche,
Machu Picchu garde encore bien des secrets. Chaque pierre, chaque structure raconte une histoire que nous apprenons lentement à déchiffrer, en combinant les méthodes archéologiques traditionnelles avec les technologies les plus avancées. Mais au-delà des faits historiques et archéologiques, Machu Picchu nous interroge sur notre relation au passé et à l'altérité culturelle. Comment interpréter les vestiges d'une civilisation dont la vision du monde était si différente de la nôtre? Comment éviter de projeter nos propres catégories de pensée sur des sociétés qui fonctionnaient selon d'autres logiques? Pour les Incas, le temps lui-même n'était pas conçu comme une flèche linéaire pointant vers l'avenir, mais plutôt comme un cycle où passé et futur pouvaient se rejoindre. Le concept de Pachacuti, un renversement ou un retournement du temps et de l'espace, suggérait que des époques entières pouvaient revenir, transformées mais reconnaissables. Cette conception cyclique se reflète dans l'architecture même de Machu Picchu, avec ses structures soigneusement alignées sur les cycles solaires et stellaires. Le fameux Temple du Soleil, avec sa fenêtre orientée pour capturer précisément les rayons du soleil levant au solstice d'hiver austral, témoigne de cette fusion entre architecture et cosmologie. L'eau, élément omniprésent à Machu Picchu, jouait un rôle à la fois pratique et symbolique. Le système hydraulique complexe qui alimente encore aujourd'hui les fontaines du site n'était pas seulement une prouesse technique, mais aussi une expression de la relation sacrée que les Incas entretenaient avec cet élément vital. L'eau qui jaillissait des fontaines cérémonielles n'était pas simplement de l'eau, mais une manifestation divine, un don des montagnes sacrées aux humains. La relation des Incas à la nature était fondamentalement différente de celle qui s'est développée dans l'Occident moderne. Plutôt qu'une séparation nette entre nature et culture, entre monde sauvage et monde civilisé, ils concevaient un continuum où humains, animaux, plantes, montagnes et astres participaient d'un même tissu cosmique. Cette vision du monde s'exprime parfaitement dans l'intégration harmonieuse de Machu Picchu à son environnement naturel. Les bâtiments semblent émerger organiquement du paysage, suivant les contours naturels de la montagne, plutôt que de les modifier brutalement. Certaines structures incorporent même des affleurements rocheux naturels, transformant ce qui aurait pu être un obstacle en élément architectural sacré. Plus frappant encore, la cité est construite en tenant compte des lignes de failles géologiques qui traversent le site. Loin d'éviter ces zones potentiellement instables, les architectes incas ont délibérément placé certains bâtiments importants le long de ces failles, peut-être pour capter l'énergie tellurique qu'ils percevaient à ces endroits. Cette sensibilité au paysage et aux forces naturelles contraste fortement avec l'approche occidentale moderne qui tend à dominer et à remodeler l'environnement. Elle nous rappelle que d'autres relations à la nature sont possibles. Une leçon particulièrement pertinente à l'heure des crises écologiques globales. La chute de l'empire Inca, précipitée par l'arrivée des Espagnols, fut l'une des transformations les plus brutales et rapides de l'histoire humaine. En l'espace d'une génération, une civilisation millénaire fut décimée par les maladies importées d'Europe, les guerres de conquête et le bouleversement de ses structures sociales et religieuses fondamentales. Pourtant, la culture andine ne disparut pas entièrement. Elle survécut dans les pratiques quotidiennes, les techniques agricoles, les croyances syncrétiques mêlant catholicisme et spiritualité andine, la langue quechua toujours parlée aujourd'hui par des millions de personnes. Cette persistance culturelle, cette résistance silencieuse, trouve un écho puissant dans l'histoire de Machu Picchu. Une cité qui, contrairement à tant d'autres sites incas, échappa à la destruction systématique des lieux sacrés menés par les Espagnols dans leur effort pour éradiquer les idolâtries indigènes. Aujourd'hui, les descendants des Incas participent activement à la réappropriation de leur patrimoine. Des cérémonies traditionnelles sont à nouveau pratiquées à Machu Picchu, notamment lors de l'Inti Raymi, la fête du solstice d'hiver austral. Ces rituels, bien que partiellement reconstruits et adaptés au contexte contemporain, témoignent de la vitalité d'une culture que 5 siècles de colonisation n'ont pas réussi à effacer. Cette renaissance culturelle
s'accompagne d'une remise en question des interprétations occidentales longtemps dominantes. Les communautés quechuas revendiquent le droit de proposer leur propre lecture de sites comme Machu Picchu, basée sur les connaissances traditionnelles transmises oralement de génération en génération. Ces interprétations locales entrent parfois en conflit avec les théories académiques établies, créant des tensions productives qui enrichissent notre compréhension du passé andin. Elles nous rappellent que l'archéologie n'est jamais une science neutre, mais toujours située dans des contextes politiques et culturels spécifiques. Une controverse particulièrement révélatrice concerne les objets et restes humains emportés par Hiram Bingham lors de ses expéditions. Pendant près d'un siècle, ces artefacts furent conservés à l'université Yale, malgré les demandes répétées du gouvernement péruvien pour leur restitution. Ce n'est qu'en 2011 qu'un accord fut finalement trouvé, après des années de négociations et de pression diplomatique. Ce long conflit illustre les dynamiques de pouvoir qui ont longtemps sous-tendu l'archéologie coloniale et post-coloniale. Qui possède le passé ? Qui a le droit de l'interpréter et de le présenter au monde ? Ces questions, loin d'être purement académiques, touchent à des enjeux profonds d'identité nationale, de dignité culturelle et de justice historique. La patrimonialisation de Machu Picchu, avec son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983, a ajouté une nouvelle dimension à ces débats. Si cette reconnaissance internationale a contribué à la protection du site, elle a aussi imposé des normes et des pratiques de conservation parfois en décalage avec les conceptions locales du patrimoine vivant. Pour de nombreuses communautés quechuas, les sites comme Machu Picchu ne sont pas de simples vestiges historiques à préserver dans un état figé, mais des lieux vivants où la communication avec les ancêtres et les forces cosmiques continue de s'opérer à travers des rituels et des offrandes. Cette conception dynamique du patrimoine se heurte parfois aux approches conservatoires occidentales, privilégiant l'intégrité matérielle des vestiges. Parallèlement à ces enjeux patrimoniaux, Machu Picchu est devenu un pilier de l'économie touristique péruvienne. Avant la pandémie de Covid-19, le site accueillait plus d'1,5 million de visiteurs par an, générant des revenus considérables, mais aussi une pression sans précédent sur les infrastructures fragiles du site et sur l'environnement local. Cette affluence massive a transformé profondément la région. Le petit village d'Aguas Calientes, au pied de la montagne, s'est métamorphosé en une station touristique bourdonnante d'hôtels, de restaurants et de boutiques de souvenirs. Les trains reliant Cusco à Machu Picchu sont constamment remplis de touristes venus du monde entier. Si cette manne économique a créé des emplois et des opportunités pour de nombreux Péruviens, elle a aussi généré des inégalités criantes. Une grande partie des profits du tourisme est captée par des entreprises internationales ou par des élites nationales, tandis que les communautés locales ne bénéficient souvent que marginalement de cette richesse produite sur leurs terres ancestrales. La pandémie de Covid-19 a brutalement interrompu ce flux touristique, offrant un répit inattendu aux sites archéologiques, mais plongeant la région dans une crise économique profonde. Cette pause forcée a néanmoins permis de repenser les modèles touristiques en vigueur et d'envisager des approches plus durables et équitables pour l'avenir. Au-delà de ces considérations économiques et patrimoniales, Machu Picchu continue de nous fasciner par les mystères qu'il recèle. L'un des plus intrigants concerne le système de croyance qui a présidé à sa conception et à son utilisation. Contrairement aux idées reçues, la religion inca n'était pas un polythéisme simple avec un panthéon clairement défini. Elle s'articulait autour d'un concept fondamental, celui de Kamaken, ou force vitale présente dans tous les êtres et objets, mais à des degrés divers. Certaines entités, montagnes, sources, ancêtres momifiés ou malkis, possédaient un Kamaken particulièrement puissant qui en faisait des waka, des lieux ou objets sacrés. Le culte des ancêtres occupait une place centrale dans cette vision spirituelle du monde. Les momies des souverains incas défunts n'étaient pas considérées comme de simples restes.
mais comme des entités vivantes qui continuaient à participer à la vie politique et religieuse de l'Empire. Elles étaient régulièrement consultées pour les décisions importantes, nourries, vêtues et promenées lors des cérémonies publiques. Cette conception de la mort, non comme une fin, mais comme une transformation du mode d'existence, se reflète dans l'architecture funéraire de Machu Picchu. Les tombes découvertes sur le site ne sont pas isolées des espaces de vie, mais intégrées à la trame urbaine, suggérant une cohabitation naturelle entre les vivants et les morts. Plus surprenant encore, certaines structures de Machu Picchu semblent avoir été conçues pour faciliter la communication avec les entités non humaines. Le fameux Intihuatana, souvent présenté simplement comme un cadran solaire, était probablement bien plus que cela. Un point d'ancrage pour les forces cosmiques, un lieu où le sacré pouvait être littéralement attaché à la Terre. C'est d'ailleurs le sens littéral de Intihuatana, là où le soleil est attaché. L'eau, omniprésente à Machu Picchu à travers son système complexe de canaux et de fontaines, jouait elle aussi un rôle crucial dans cette cosmovision. Les sources étaient de considérer comme des points d'émergence des forces souterraines, des lieux de communication privilégiés avec le Hucu Pacha, le monde d'en bas dans la tripartition cosmique andine. Cette compréhension de l'univers comme un système intégré, où visible et invisible, matériel et spirituel, humain et non humain s'entremêlent constamment, offre une alternative fascinante aux dichotomies qui ont longtemps structuré la pensée occidentale. Elle résonne étonnamment avec certaines conceptions contemporaines en sciences du vivant, en écologie ou en physique quantique, qui remettent en question nos catégories traditionnelles et nos frontières trop rigides. Mais l'intérêt de Machu Picchu ne se limite pas à son système de croyances. La cité offre aussi un témoignage exceptionnel sur l'organisation sociale et politique de l'Empire Inca à son apogée. Contrairement à l'image d'un régime purement despotique parfois véhiculé, le système Inca reposait sur un équilibre subtil entre autorité centrale et autonomie locale. Si l'empereur, ou Sapa Inca, possédait théoriquement un pouvoir absolu en tant que descendant direct du dieu Soleil, dans la pratique, l'Empire fonctionnait grâce à un système complexe d'alliances, de négociations et de réciprocité. Le principe de Aini, l'échange réciproque de travail et de services, structurait la société des plus petites unités familiales jusqu'à l'échelle impériale. Même le souverain était soumis à cette logique de réciprocité. S'il pouvait exiger le travail de ses sujets, il devait en retour assurer leur subsistance, notamment en redistribuant les richesses stockées dans les vastes greniers impériaux. Cette organisation se reflète dans l'urbanisme de Machu Picchu, avec ses espaces clairement différenciés selon leurs fonctions, mais interconnectés dans un ensemble cohérent. Le secteur agricole, avec ses terrasses monumentales, le quartier des artisans, les zones résidentielles aux habitations de qualité variable selon le statut de leurs occupants, et bien sûr, le secteur religieux avec ses temples et ses lieux rituels. L'analyse de la répartition des artefacts retrouvés sur le site confirme cette stratification sociale. Les objets de luxe, bijoux en or et en argent, céramiques finement décorées, textiles précieux, se concentrent dans certaines structures, tandis que d'autres livrent un mobilier plus utilitaire. Mais cette hiérarchie n'impliquait pas nécessairement une oppression comparable à celle des sociétés féodales européennes. Le système Inca garantissait théoriquement à chacun l'accès aux ressources nécessaires à sa subsistance. La faim était considérée comme un échec politique majeur, une rupture du contrat social implicite entre le souverain et ses sujets. Cette dimension redistributive de l'économie Inca se matérialise à Machu Picchu, dans les vastes espaces de stockage identifiés par les archéologues. Ces kolkas ou greniers, construits dans des zones spécifiquement choisies pour leur fraîcheur et leur bonne ventilation, permettaient de conserver d'importantes quantités de nourriture. Maïs, pommes de terre déshydratées ou chugno, viande séchée ou charqui, pour faire face aux périodes de disette et assurer l'alimentation des travailleurs mobilisés pour les grands projets impériaux.
L'efficacité de ce système économique était indissociable d'une autre caractéristique remarquable de l'Empire Inca, sa maîtrise de l'information. Sans écriture alphabétique, les Incas avaient développé des méthodes sophistiquées pour collecter, traiter et stocker des données quantitatives complexes. Le principal outil de cette gestion de l'information était le quipu, ces cordelettes nouées qui intriguent tant les chercheurs. Longtemps considérés comme de simples dispositifs mnémotechniques ou des systèmes comptables rudimentaires, les quipus révèlent progressivement leur complexité à mesure que les recherches avancent. Les analyses récentes suggèrent que certains quipus pouvaient encoder non seulement des données numériques, mais aussi des informations narratives, récits historiques, généalogies, peut-être même des textes poétiques ou religieux. Cette écriture sans écriture constituait la colonne vertébrale administrative de l'Empire, permettant une gestion centralisée d'un territoire immense et diversifié. Malheureusement, la conquête espagnole a entraîné la destruction systématique de ces supports d'information, considérés comme des instruments diaboliques par les prêtres catholiques. Des milliers de quipus furent brûlés lors des campagnes d'extirpation des idolâtries, nous privant d'une source inestimable sur la vision inca du monde et de leur propre histoire. Cette destruction délibérée n'est qu'un aspect de l'effondrement catastrophique que subit la civilisation andine au XVIe siècle. L'arrivée des Européens déclencha une série de désastres démographiques, culturels et écologiques dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Les maladies importées d'Europe, variole, rougeole, grippe, contre lesquelles les populations amérindiennes n'avaient aucune immunité, décimèrent jusqu'à 90% de la population dans certaines régions. Ce choc démographique sans précédent désarticula profondément les structures sociales et économiques andines, basées sur une mobilisation intensive de main-d'œuvre. Parallèlement, l'évangélisation forcée visait à éradiquer les systèmes de croyances indigènes, qualifiés de superstitions païennes ou d'idolâtrie. Les lieux sacrés furent détruits ou transformés en églises, les rituels traditionnels interdits, les prêtres et prêtresses persécutés. L'exploitation économique, à travers le travail forcé dans les mines d'argent comme Potosi ou dans les grandes propriétés agricoles, acheva de bouleverser les modes de vie traditionnels. Des communautés entières furent déplacées, regroupées dans des reductions pour faciliter le contrôle administratif et religieux. Face à ce cataclysme, les populations andines développèrent diverses stratégies de résistance et d'adaptation. Certaines prirent la forme de révoltes ouvertes, comme celle menée par Tupac Amaru II au XVIIIe siècle. D'autres, plus discrètes mais non moins efficaces, consistèrent à maintenir vivantes les pratiques et croyances traditionnelles sous le vernis du catholicisme imposé. Ce syncrétisme religieux, où les divinités andines se dissimulèrent derrière les saints catholiques, où les rituels précolombiens s'entremêlèrent aux cérémonies chrétiennes, permit la survie souterraine d'éléments essentiels de la vision du monde. Andine, ainsi, la Pachamama, la terre-mère, continua d'être vénérée sous les traits de la Vierge Marie, tandis que les offrandes aux apus, les montagnes sacrées, se perpétuèrent discrètement. Cette résistance culturelle silencieuse trouve un écho fascinant dans l'histoire de Machu Picchu. Si la cité échappa à la destruction espagnole, ce n'est pas simplement parce qu'elle fut oubliée ou perdue, une narration qui fait la part belle au hasard et minimise l'agentivité des populations locales, mais peut-être parce qu'elle fut délibérément tenue secrète. Des indices suggèrent que certaines communautés locales connaissaient parfaitement l'existence du site, mais choisirent de ne pas partager cette information avec les autorités coloniales. Ce silence protecteur aurait permis à Machu Picchu de traverser les siècles relativement intacts, préservant non seulement ses structures matérielles, mais aussi une partie de sa charge symbolique et spirituelle. Ce récit alternatif nous invite à reconsidérer la notion même de découverte archéologique. Hiram Bingham n'a pas tant découvert Machu Picchu qu'il ne l'a révélé au monde occidental et scientifique. Cette nuance est cruciale. Elle reconnaît le rôle actif des populations locales dans la préservation de leur patrimoine.
et déconstruit le mythe colonial de l'explorateur héroïque dévoilant des trésors inconnus à des indigènes, ignorant de leur propre histoire. Cette relecture critique s'inscrit dans un mouvement plus large de décolonisation de l'archéologie et de l'anthropologie, discipline longtemps complice des projets impériaux et coloniaux. De plus en plus, les chercheurs travaillent en collaboration étroite avec les communautés locales, reconnaissant la valeur des savoirs traditionnels et le droit des peuples autochtones à participer à l'interprétation de leur propre patrimoine. À Machu Picchu, cette approche collaborative s'est traduite par l'implication croissante des communautés quechuas dans la gestion du site. Des gardiens culturels, issus des villages environnants, participent désormais à l'accueil des visiteurs, partageant leur vision du lieu et leurs connaissances transmises oralement à travers les générations. Ces initiatives, encore limitées, constituent néanmoins un pas important vers une gestion plus inclusive et respectueuse du patrimoine andin. Elles reconnaissent que Machu Picchu n'est pas simplement un vestige figé du passé, mais un lieu vivant qui continue de résonner profondément dans l'identité et la spiritualité des populations locales. Cette dimension vivante du patrimoine est particulièrement visible lors des cérémonies qui se déroulent périodiquement sur le site. L'Inti Raymi, la fête du solstice d'hiver austral, célébrée le 21 juin, attire des milliers de participants, touristes curieux, mais aussi quechua, venus renouer avec leurs traditions ancestrales. Si ces cérémonies contemporaines sont en partie des reconstructions, basées sur les descriptions laissées par les chroniqueurs espagnols et sur les pratiques qui ont survécu dans les communautés rurales, elles témoignent néanmoins de la vitalité d'une culture que 5 siècles de domination n'ont pas réussi à éradiquer. Cette résilience culturelle trouve un écho particulier dans le renouveau de la langue quechua. Longtemps marginalisée et stigmatisée, considérée comme un obstacle à la modernisation et à l'intégration nationale, la langue des Incas connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Des programmes d'éducation bilingue se développent, des médias en quechua émergent, des artistes et écrivains contemporains s'expriment dans cette langue millénaire. Ce réveil linguistique s'accompagne d'une revalorisation plus large des savoirs traditionnels andins. L'agroécologie s'intéresse aux techniques agricoles préhispaniques, remarquablement adaptées aux contraintes des environnements montagneux. La médecine moderne redécouvre les propriétés des plantes utilisées depuis des siècles par les guérisseurs andins. L'architecture contemporaine s'inspire des solutions développées par les bâtisseurs incas pour répondre aux défis sismiques et climatiques des Andes. Dans ce contexte de renaissance culturelle, Machu Picchu occupe une place particulière. La cité n'est pas seulement un témoignage exceptionnel du génie architectural inca, mais aussi un symbole puissant de résistance et de continuité culturelle. Sa survie même, à travers les bouleversements de la conquête et de la colonisation, incarne la persistance d'une vision du monde que l'Occident a tenté d'effacer, mais qui continue d'informer l'expérience vécue de millions de personnes. Cette dimension symbolique explique en partie l'attraction quasi magnétique que le site exerce sur des visiteurs venus du monde entier. Au-delà de sa beauté spectaculaire et de son cadre naturel époustouflant, Machu Picchu nous parle d'une autre façon d'être au monde, d'une relation différente à la nature, au temps, à la communauté. Dans un monde globalisé marqué par l'accélération constante, la marchandisation généralisée et la crise écologique, cette alternative culturelle résonne profondément. Les principes andins de réciprocité, Aini, de complémentarité des opposés, Yanantin, et d'équilibre dynamique, Shaninshei, offrent des perspectives précieuses pour repenser nos propres modèles sociaux et environnementaux. Cet intérêt pour les sagesses traditionnelles n'est pas sans ambiguïté ni danger. Le risque d'appropriation culturelle, de simplification excessive ou de romantisation est réel. Les boutiques New Age regorgent de chamanisme inca préemballé, de cérémonies de la Pachamama pour touristes pressés, de rituels ancestraux vidés de leur contexte culturel et historique. Ces dérives commerciales ne doivent pas occulter les enjeux plus profonds de cette rencontre
entre tradition andine et modernité globale. Comment honorer véritablement ces savoirs millénaires sans les figer dans un passé mythique? Comment les intégrer de façon respectueuse et féconde dans nos réflexions contemporaines sur les défis globaux? Comment soutenir les communautés quechua dans leur propre démarche de réappropriation culturelle? Ces questions complexes n'ont pas de réponse simple, mais elles nous invitent à une approche plus humble et dialogique. Plutôt que de projeter nos fantasmes ou nos attentes sur des cultures différentes, il s'agit d'établir des espaces d'échange et d'apprentissage mutuel, reconnaissant la multiplicité des savoirs et des expériences humaines. Machu Picchu, dans sa beauté énigmatique, nous rappelle cette pluralité des mondes. Chaque pierre de cette cité suspendue entre ciel et terre porte l'empreinte d'une civilisation qui percevait l'univers autrement, qui organisait la société selon d'autres principes, qui articulait différemment les relations entre humains et non-humans. En nous ouvrant à cette altérité, en acceptant d'être décentrés de nos certitudes et de nos catégories habituelles, nous enrichissons notre propre compréhension du monde. C'est peut-être là que réside la véritable leçon de Machu Picchu. Non pas dans des réponses définitives sur son histoire ou sa fonction, mais dans les questions qu'il continue de nous poser, dans les horizons qu'il ouvre à notre imagination. Car malgré plus d'un siècle de recherches intensives, la cité garde jalousement une part de son mystère. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude pourquoi elle fut construite exactement à cet endroit, qu'il habitait précisément, pourquoi elle fut abandonnée. Ces zones d'ombre persistantes ne sont pas des échecs de la recherche scientifique, mais peut-être une invitation à l'humilité face à la complexité des cultures humaines et à la profondeur du temps. Alors que le soleil se couche sur les montagnes entourant Machu Picchu, baignant les pierres millénaires d'une lumière dorée, on ne peut s'empêcher de ressentir cette humilité. Les empires passent, les civilisations s'effondrent, les interprétations évoluent, mais certains lieux continuent de nous parler à travers les siècles, nous reliant à cette humanité partagée qui transcende les différences culturelles et temporelles. Machu Picchu est l'un de ces lieux rares, un pont entre les mondes, un espace liminal où passé et présent se rencontrent, où nature et culture s'entremêlent, où visible et invisible communiquent. En ce sens, la cité perdue des Incas n'a jamais été vraiment perdue. Elle attendait simplement que nous apprenions à la voir autrement, avec un regard capable de percevoir non seulement ces pierres magnifiquement ajustées, mais aussi les multiples couches de signification qu'elles portent. Pourquoi continuons-nous à raconter l'histoire de Machu Picchu comme si elle était simple, linéaire, définitivement résolue? Peut-être parce que nous avons besoin de récits ordonnés pour donner sens au chaos apparent du passé. Ou peut-être parce que nous n'avons pas encore pleinement accepté que d'autres civilisations puissent avoir, développer des visions du monde aussi complexes et sophistiquées que les nôtres, mais suivant des logiques profondément différentes. En contemplant une dernière fois les terrasses et les temples de cette cité suspendue dans les nuages, nous pouvons choisir de rester ouverts au mystère, d'accueillir l'incertitude non comme un déficit de connaissances, mais comme un espace de possibilités interprétatives. Car c'est peut-être dans cette ouverture que réside la véritable rencontre avec l'altérité du passé. Non pas une altérité à conquérir ou à réduire à nos catégories, mais une altérité à reconnaître et à respecter dans sa différence même. Le brouillard s'élève lentement entre les pics qui entourent Machu Picchu, enveloppant progressivement la cité dans un voile vaporeux qui efface les contours, brouille les perspectives, transforme la pierre solide en apparition évanescente. Cette métamorphose quotidienne nous rappelle que notre vision n'est jamais complète, que toute compréhension est partielle, située, temporaire. Une invitation à l'émerveillement plutôt qu'à la certitude. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce en l'air.